Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonsoir DMG, comment vous allez? Merci pour la considération. Je suis du Burkina Faso et j'ai vécu une expérience dans ma vie que j'aimerais partager avec toutes mes sœurs du monde. Voilà, il s'agit des amitiés sur Facebook, des amitiés tendant vers des relations. Voilà, moi à mon niveau, j'ai connu le gars sur Facebook. On s'écrivait. Bon, au départ, je n'étais même pas trop intéressée parce que je trouvais que c'était un plaisantin. Voilà, donc je trouvais que c'était un plaisantin, donc je n'étais pas intéressée. Mais lui, à force d'insister, insister, j'ai fini par lui donner mon numéro WhatsApp. On a commencé à échanger ensemble. À l'époque, c'était bon, c'était pas très loin, mais c'était en 2022. Voilà, donc j'avais mon restaurant que j'ai ouvert, je me débrouillais un peu. Donc, net, quand j'ai commencé à communiquer avec lui, les choses commençaient à aller un peu entre nous, on causait. Bon, on avait même commencé à faire des projets ensemble. Voilà, donc, entre-temps, moi, chez moi, dans mon restaurant, ça ne suivait plus, je ne comprenais rien. Mais bon, je me suis en tout cas forcée de fermer puisque ça ne suivait plus. Et j'avais un loyer de 70 000 francs à payer. Voilà, donc après ça, maintenant, bon, j'ai commencé à tomber malade bizarrement, je ne comprenais rien. Moi, bon, j'ai les ulcères comme tout le monde. Mais ça s'est transformé en autre chose après, je n'ai rien compris. Je suis tombée malade en juin. Disons que la maladie même s'est aggravée en juin 2023. Voilà. Donc, un soir comme ça, je me retrouve avec des brûlures au niveau de l'estomac, des brûlures que je ne peux même pas expliquer, accompagnées de vomissements. Et puis, il y a du sang qui accompagne même les vomissements, je ne comprenais rien. Donc, arrivé à l'hôpital, on m'a hospitalisé tout. On me dit non, je fais une crise sévère d'ulcère. Mais on me bombarde les produits qu'il faut, mais aïe, rien. Absolument, il n'y a pas d'amélioration. Donc, j'étais dans la salle avec d'autres patientes et leurs accompagnantes qui m'ont proposé de signer une décharge et puis quitter l'hôpital parce qu'apparemment, eux, ils voient que mon mal, ça n'a rien à voir avec l'hôpital parce que eux, surtout s'ils sont malades, on les injecte les produits, ça va chez eux, mais chez moi, on dirait que plus on m'injecte les produits, plus je souffre. Voilà, donc après ça, j'ai été voir un pasteur qui a prié pour moi, ça allait. Donc, mon gars en question que j'ai rencontré sur Facebook là, il est là, il me demande, bon, genre comme s'il prenait de mes nouvelles. Chaque jour, c'est comment ça va. Bon, moi aussi, je lui donne les informations sur ma santé. Je dis, je suis allé voir un pasteur, il a prié, mais apparemment, ça a commencé à aller. Il y a quelques semaines après, je retombe gravement malade encore, les mêmes vomissements accompagnés de sang. Je suis là, je souffre. Maintenant, quand je pars dans un lieu de prière, ça s'aggrave. Mais quand je reste à la maison, je n'ai rien. Quand je pars à la prière, tout s'aggrave. Je suis restée dans cette souffrance pendant au moins 6 mois comme ça. Mes règles se sont coupées.
Ah, on est en Afrique noire. Quand tu pars chez les marabouts, ils disent que non, il n'y a rien, c'est pas une maladie causée par de la sorcellerie ou c'est pas une maladie mystique. Pourtant, je souffre. Je ne dors pas. Ah, maintenant, un jour, il y a un monsieur qui m'a vu, qui me connaissait très bien. Il m'a connu quand j'étais en forme. Donc, ce monsieur, il a vu ma maman après. Il dit, mais ta fille, là, elle a quoi? Je l'ai vue, elle a trop fondu. La vieille lui dit non, tu sais, depuis le mois de juin, ça ne suit pas, ça ne va pas chez elle. Moi-même, je ne sais même plus quoi faire. Parce que nous avons fait les hôpitaux. Après les hôpitaux de la ville où je me trouve, je suis allée dans la grande capitale même. J'ai fait la clinique là-bas pendant 8 jours. On a dépensé plus de 1 million, mais zéro. Je n'ai pas eu la santé. Donc ce monsieur dit, ah bon, moi je vais vous montrer un coin où vous allez aller à l'ouest du pays. Voilà, donc arrivé là-bas, je vous assure que vous allez revenir ici avec le nom de celui qui est à la base de la maladie. La vieille dit, ah bon, ok, il n'y a pas de souci. Je vais te demander, tu vas me donner les informations sur ce lieu. Et il a donné les coordonnées du vieux qui devrait me soigner, tout. Donc, 2 jours après, on a pris la route, on est parti. Quand on est arrivé, bon, le guérisseur, il a vu la panique sur le visage de mes parents. Il leur a dit non, ne vous inquiétez pas. Si cette femme allait mourir, elle n'allait pas arriver chez moi ici. Parce que chez moi, je ne soigne pas les morts, mais ce sont les vivants. Honnêtement, je ne vais pas vous cacher, elle est en train de mourir à petit feu. Mais on peut toujours la récupérer. Donc, il a un peu soulagé les parents, tout et tout. Entre-temps, il m'a invité à rentrer. Il a commencé les consultations. Il m'a dit non, je ne vais pas te cacher la vérité. Tu es venu, je suis obligé de te dire toute la vérité. Mais celui qui t'a fait le mal là, celui qui a pris ton âme pour aller donner au fétiche là, tout de suite, tu vas connaître son nom. Il me dit, bon, il faut me citer les noms de tous ceux qui te courtisaient. Donc, j'ai commencé à citer. Bon, tellement que j'étais embrouillée, ma tête était bien chauffée là. J'avais oublié le nom de certaines personnes. Mais comme, bon, ce dernier-là, il est venu vers moi récemment. Bon, j'ai donné son nom au hasard comme ça seulement. Il a pris 4 noms. Il me dit, bon, tu laisses comme ça, je vais vérifier. Si le fautif n'est pas parmi ces 4-là, on va recommencer. J'ai dit, ok. Honnêtement dit, ce dernier, j'ai donné son nom. Si on te dit qu'il peut écraser une mouche, tu vas dire que c'est faux. Quand j'ai donné les noms, j'ai cité, il a commencé sa consultation, il a ramassé tous ses courriers attrapés, il a jeté. Tout s'est rassemblé sur le deuxième nom que j'ai donné. Il me dit, non, c'est ce monsieur-là qui t'a pris pour aller bouffer le wak de l'argent. J'ai dit quoi? Que oui. Tu es dans les mains d'un fétiche qui bouffe l'être humain et en échange, l'autre gagne l'argent. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. Il me dit oui. Donc, quand il a commencé sa consultation, entre-temps, on a causé un peu, c'est fini. Il me demande, mais à l'heure où je te parle là, à l'instant T même là, tu te sens comment? J'ai dit, mais bizarrement, il y a une charge qui est quittée en moi. J'ai dit, je me sens mieux. Il a commencé à rire, il dit, ah ok, il n'y a pas de souci. C'est que ça va aller. Et il m'a dit, il faut sortir. Et tu cherches quelque chose à manger, toi et tes parents, et puis bon, voilà. Dans quelques minutes, vous revenez. Effectivement, quand on est rentré encore, quand on est rentré pour la deuxième fois, maintenant qu'il a cherché, comment me soigner maintenant définitivement, quoi. Donc, ces génies lui ont montré comment me soigner pour que ça aille mieux chez moi. Je vous assure que depuis que j'ai été là-bas, faire les soins, ça va beaucoup mieux chez moi. Ça va beaucoup mieux chez moi. Donc, c'est juste pour inviter mes soeurs à beaucoup faire attention avec qui vous marchez. Sinon, c'est pas simple.
Et je les invite aussi à vraiment mettre Dieu au devant de toutes choses, car ton ennemi n'est jamais loin. Jusqu'à aujourd'hui même, moi j'ai toujours du mal à croire en ça. Parce qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un vienne vers toi et te dise je t'aime, alors que c'est un je t'aime dangereux. C'est pour t'ôter la vie. On ne se connaît pas ni rien, on n'est pas parenté. Et lui, c'est une fille. Bon, il m'a prise pour une bâtarde. Voilà, une bâtarde qui n'a pas de famille ni rien qu'il pouvait utiliser pour faire ce qu'il veut. Et puis bon, voilà. Après, lui, il allait être riche. Ses parents ne vont rien comprendre. Alors que c'est l'enfant de quelqu'un qui l'a tué. Le féticheur me dit, mais s'il arrivait à te tuer, il allait avoir beaucoup d'argent, beaucoup à n'en point finir. Mais heureusement que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donc, sur ce, je vous remercie et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez écouter cet audio. Je suis une Gabonaise vivant en France. Je vais vous conter mon histoire. Je suis victime d'une malédiction familiale. Comment ça s'est passé? Je vous explique. Ma mère était une femme battante, que Dieu ait son âme. Elle m'a confiée à sa petite sœur puisqu'elle était femme seule avec 6 enfants à sa charge. Et moi, je suis l'aînée de ma mère, de ma famille. C'est ainsi que ma mère me donne à sa petite sœur parce qu'elle était mariée à quelqu'un qui était un peu aisé. C'est comme ça que je fus accueillie dans ma nouvelle famille. Les beaux-parents de la petite sœur à maman, dont ma tante, m'ont accueillie et tout le monde, tout se passait bien et nous étions dans cette famille plus de 15 fillettes à cette époque. Donc les filles de ma tante, ses belles-sœurs, les filles de ses belles-sœurs. Et voilà, donc quand je compte le tout, ça fait près de 15 fillettes que nous étions à cette époque-là. Ce que ma mère ne savait pas, c'est qu'en me donnant à sa petite sœur, qui elle à son tour m'a introduite dans sa belle famille, ma mère ne savait pas qu'elle était seulement en train de vendre ce qui allait faire mon bonheur plus tard. Alors, cette famille, elle a une interdiction qui pèse sur les filles. C'est-à-dire, toutes les filles de cette famille ont le droit de ne pas avoir des enfants ou si tu as trop la chance, tu fais un seul enfant dans ta vie. C'est comme ça cette famille-là. Alors, lorsque j'ai eu 13 ans, j'ai commencé à remarquer que tous mes dessous étaient bouffés entre les jambes. Donc, c'est-à-dire lorsque je rentrais dans la salle de bain pour prendre ma douche. Quand au petit moment que je vais ressortir de la salle de bain pour pouvoir récupérer mes sous-vêtements, mon slip était déjà mangé entre les jambes. Et cette histoire a duré comme ça jusqu'à ce que je vienne en France. Et là où je vous parle, je suis à la quarantaine. Voilà. Donc, mes sœurs avec qui j'ai grandi dans ma nouvelle famille là, chacun a commencé à tomber enceinte à l'âge de 16, 17 ans, ainsi de suite. Et lorsque ces filles-là mettaient au monde, c'était fini comme ça. Tu n'attendais plus à concevoir d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est comme ça que ce cas m'est arrivé. J'ai fait tous les examens possibles. Les médecins disent que je n'ai aucun problème, mais je ne conçois pas. Vous savez que lorsque une femme ne conçoit pas,
L'homme a beau t'aimer, à un moment à l'autre, il va te laisser tomber parce que tu ne peux pas lui donner des enfants. Et je vis cette situation jusque là où j'ai offert cet audio. Et ceci pour dire à tous les parents qui donnent leurs enfants à leurs proches, pour dire que non, comme moi je n'ai pas de situation, ou comme j'ai trop d'enfants, mieux je donne un ou deux de mes enfants à mon grand frère ou à ma soeur ou je ne sais pas, pour dire que gardez vos enfants avec vous, quelle que soit la manière, quel que soit le degré de souffrance, gardez vos enfants avec vous. Toutes mes sœurs de même ventre que moi ont des enfants, ont 5, 6. La dernière du ventre de ma mère, elle a 6 enfants. Et moi, je suis leur aînée. Je n'ai rien du tout. Vous voyez, c'est parce que ma mère m'a donné à sa petite sœur. Si elle m'aurait gardé avec elle, jamais je serais victime de cette histoire-là. Vous voyez combien de fois c'est déplorable de donner des enfants à vos proches. Gardez les enfants avec vous. Que vous mouriez de faim ou pas, gardez les enfants avec vous, s'il vous plaît. Voilà. Likez, partagez. J'espère que cette histoire va servir de leçon à quelqu'un. Merci encore de m'avoir écouté. Désolée s'il y a le bruit, je suis à côté de la cheminée. Voilà, merci encore. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir, DMJ TV. Je vous salue, je salue tous les abonnés. Un aventurier qui veut faire témoignage à sodomie. Comment on a failli me sodomiser au Maroc dans mes aventures. L'histoire a commencé comment? C'est une longue histoire, mais je vais couper court. Si je prends seulement le parcours de l'aventure, c'est tout un livre que je vais vous écrire, mais je prends l'essentiel. DMTV, je te suis depuis, mais j'ai toujours voulu te partager mes histoires, mais je n'ai pas eu l'occasion. Mais aujourd'hui, je suis en train d'écouter les témoignages d'autres, de tes abonnés qui racontent la sodomie, et j'ai fait allusion à ma part. Ça m'a rappelé comment je vivais dans une maison avec un Marocain. Donc c'était dans une association, un Marocain que j'avais pris comme un ami, parce qu'il était le seul qui se débrouillait en français. Moi, je lui avais fait part que je suis venu aussi au Maroc, que j'aimerais traverser. Vous savez, quand le diable veut vous prendre, il vous prend toujours par des choses qui vous tiennent à cœur, par des besoins. Comme il avait su que je voulais traverser, il a commencé à me raconter qu'il a son fils en Europe, avec sa famille, toute sa famille en Europe, que si je vais aller en Europe, ou bien même si je vais devenir riche, il y a beaucoup de moyens. Mais entre-temps, comme je suis là au Maroc, je vais devenir riche. Que comme je vois les gens circuler dans les grosses voitures, c'est comme ça que moi aussi je vais circuler, que je ne m'inquiète pas. Je vais avoir beaucoup d'argent. Je dis que mais je vais avoir l'argent, comme il dit que non. Il a des relations que je ne m'inquiète pas. C'est comme ça que le gars commence à me nourrir d'espoir. Il m'envoie un jour. Nous sommes restés, il faisait trop chaud, c'était la période de l'été, il faisait tellement chaud. Entre-temps, ce jour-là, je me suis lavé à la maison, dans la maison de l'association. Ils sont vivés avec un groupe marocain, moi j'étais le seul noir là-bas. Je rappelle que je viens du Cameroun. Ceux qui vont entendre ma voix vont me reconnaître, ce qui est sûr. C'est comme ça. Ce jour-là, je me suis lavé.
Et le bon monsieur m'approche, me dit, apparemment il avait déjà planifié, il avait déjà fait le programme avec ces gens. Le gars me dit, ok, nous devons aller se baigner quelque part. Là-bas, tout est bien, parce qu'il y a la piscine, il y a tout, tu te sens à l'aise. Et il dit que mais moi je viens de me laver. Nous pouvons renvoyer ça un autre jour si c'est possible. Il insiste parce qu'il avait déjà fait son plan. C'est comme ça. C'est comme ça que j'accepte et on se déplace. Le gars a pris un truc en liquide comme du savon. Moi je connaissais pas ça. Il a mis dans son sac. C'est comme ça qu'on arrive dans la maison, on ouvre la porte, la grande porte, tu vois. La grande porte, il y a le salon, il y a le couloir, et dans le couloir, il y a une douche. Après le couloir, on entre encore quelque part. On voit le salon avec les robinets, et derrière ça, il y a encore je pense que c'est un salon où il y a des piscines, donc les gens criaient là-bas, les gens nageaient, les gens sautaient, mais je n'ai pas été curieux d'aller regarder. Quand je suis rentré, tu sais, un aventurier, il a toujours le sixième sens. Un aventurier, c'est celui-là qui réfléchit 2-3 fois avant de faire quelque chose. Parce qu'on dit souvent que l'aventure, c'est une école de la sagesse, et c'est vrai. Pour tous ceux qui ont eu à faire l'aventure, il n'y a rien qu'on n'apprend pas dans l'aventure. Donc, il y avait déjà quelque chose qui me frappait à l'oreille, que fais attention, ici c'est pas bon. C'est comme ça que j'entre avec le monsieur. Le monsieur dit, on se déshabille. Il dit que c'est des habits. Je m'étonne. Ce qui m'a étonné, c'est que je me déshabille. Le monsieur prend l'habit, il bloque dans les coffres, dans l'armoire, il bloque, il ferme. Il se déshabille aussi, il ferme. On entre au couloir, comme il y avait la douche, le monsieur me demande d'entrer là-bas au salon où il y avait le robinet. J'ai dit non. Je me lave pas avec les gens, je préfère me laver à la douche. Et heureusement que ce jour-là, je n'avais pas pris le bain-mida, j'avais pris plutôt mon short. Donc j'avais le short de sportif, de football, j'avais pris ça. C'est ça qui m'avait aidé. Puis c'est les gens entraient là-bas, rien qu'avec le bain-mida. Moi j'avais le short. Comme ça que j'entre, je me lave au couloir. Je me lave à la douche et le monsieur était au couloir. Il a pris un seau d'eau, il faisait semblant de se laver. Il s'est courbé là-bas. Il m'attendait pour que je sorte. Puisque le premier plan avait déjà échoué, ce qu'il avait planifié. Donc dans sa tête, c'était que dès que j'arrive, j'entre directement là-bas au salon et puis on m'a mis un pied là-bas. Parce qu'il y avait déjà les gars là-bas, les gros bras. Les gars qui étaient déjà prêts à me sodomiser, à me finir avec les fesses. Ah, comme Dieu fait ces choses. Je me lave là-bas, je sors. Je dis au monsieur que j'ai fini. Il dit que mais tu as fini comment? Nous sommes venus pour visiter l'endroit. Toi, tu dis que tu as déjà fini comment? Prends alors les deux aussi. Tu entres là-bas, tu m'épuises de l'eau. Hein? Mon cœur bat, bam, bam, bam. Il dit que mais comment je me lave, lui, il pouvait. Comment quand je me lavais, lui, il pouvait se déplacer, aller puiser son eau. Comment il m'attend, j'ai fini de me laver, il me demande d'aller puiser. Je dis que non, donne-moi la clé. J'allais d'abord m'habiller. Il dit que non, tu t'habilles pas encore parce qu'on n'a pas encore fini. Il me donne les deux seaux. C'est comme ça qu'il prend les deux seaux. Je vais m'approcher. Il y a deux gaillards, deux gros bras. Rien qu'avec les bain-mida qui faisaient semblant d'épuiser de l'eau au robinet. C'est comme ça que je m'approche, j'entends le chuchotement et je vois leur réaction. Le gars chuchote, sixième sens, ça frappe, bim, je suis en danger. Donc, l'autre était de dire au gars qu'il s'approche, il s'approche. Tu sais, quand quelqu'un est en train de chuchoter, tu comprends, et les gestes aussi. J'ai une fois lu, j'ai fait la lecture. Nous, en aventure, on a l'habitude de dire j'ai fait la lecture du jeu, j'ai lu le jeu. C'est comme ça.
les camarades de l'aventure vont reconnaître. C'est comme ça que je m'arrête, bim, j'ai mes 2 sons en main. Je suis au milieu, j'étais déjà au milieu. Il restait seulement 3 mètres pour arriver au robinet où il y avait les 2 gars là, qui attendaient seulement que je vienne déposer le seau. Ils m'attrapent pour entrer avec moi dans une autre chambre où il y avait les gars qui m'attendaient là-bas pour faire leur boulot, faire leur job. C'est comme ça. Je me place là. Je me place, je ne vais plus bouger parce que j'ai déjà vu leur réaction. Eux aussi, ils ont compris que j'ai déjà compris leur réaction. C'est comme ça. Les 2 messieurs maintenant se déplacent en vitesse pour venir me prendre, pour qu'ils ne me retournent pas. C'est comme ça qu'ils viennent, je les lance les 2 sauts. Avant de bloquer les 2 sauts, c'est comme ça que je me suis retourné à vive allure. Heureusement que la porte du premier salon n'était pas fermée. On avait déjà, on n'était pas bloqué, c'était seulement fermé. C'est comme ça que j'ai mis mon pied sur ça. Boum! Ça s'ouvre. Quand ça s'ouvre, je sors au 2e salon où il y a mes habits. Mais mes habits, ils ont bloqué ça avec le truc, la clé dans l'armoire. Et je ne pouvais pas m'habiller. Les gars étaient derrière moi, je sors, je n'ai même pas eu le temps de penser à mes habits. Heureusement que j'avais aussi le short là sur moi. Je suis sorti avec ça comme ça, dans la rue. Et imaginez-vous dans la rue avec tous les Marocains et ils me voyaient comme un fou, sans chaussures, sans le haut, rien que le short. Ils ont compris que quelque chose se passe là-bas, mais j'étais le seul noir au milieu des Marocains. Le Marocain qui m'a emmené là-bas, il est là-bas dedans. Et comme ça, j'ai échoué. C'est comme ça que je me place devant la porte. J'attends qu'il revienne. Il donne mes habits. On rentre. Le monsieur est resté là-bas plus d'1 heure du temps. Moi, j'étais là sous le soleil. Je voyais comment les gens venaient guetter. Ceux-là venaient guetter par la fenêtre. Et rentraient encore donner les infos qu'il est encore là. Mais il n'y avait pas moyen de m'attraper pour me ramener là-bas. Je sais pas, comme le monsieur a échoué, je sais pas s'ils ont retourné ça sur le monsieur, ils ont sodomisé le monsieur, ou je sais pas. 1 heure du temps, le monsieur sort avec mes habits entre ses mains, étant triste. Il me donne ça, je dis, il veut me donner ça à l'intérieur, je dis que non, sors, tu me donnes ça, j'étais placé devant la porte, je ne pouvais plus entrer. Et comme ça, le monsieur me donne mes habits. Je m'habille que devant la porte, devant tous les Marocains qui me regardaient. Et c'est comme ça qu'on se met en route pour rentrer. On rentre, le monsieur est tout triste. À la maison, le monsieur ne me parlait pas. Tout ce qu'il a eu à me dire que, mais comment je t'ai amené, pourquoi on fasse un truc? Toi, tu n'as pas voulu faire, tu allais faire autre chose. Il dit que, mais moi, je ne suis pas un enfant. J'ai réfléchi comme tout le monde. Toi, tu n'as pas vu, toi-même, tu peux imaginer ce que moi j'ai vu là-bas parce que je sais que tu sais que ce que j'ai vu était compliqué. Mais comment tu peux encore me reposer la question? Tu connais déjà la réponse. Monsieur bouche bée, triste, c'est comme ça. La nuit tombe, le monsieur commence à trembler. Il a froid, il a le palu. Ça ne va pas, il ne parvient plus à respirer. C'est toujours moi son ami, puisqu'il ne s'entendait pas avec d'autres Marocains. C'est toujours moi qui dois l'amener à l'hôpital. C'est comme ça que lui, il appelle le président de l'association d'où on habitait. On vient, on l'amène à l'hôpital. Moi, j'étais là, le bras droit. Le proie du monsieur qui s'est échappé. C'est le monsieur maintenant qui est tombé dans le choc. Comme ça que j'amène le monsieur à l'hôpital vers 22h. 23h arrive, le monsieur est allongé. Il devait passer la nuit là-bas. Le gars me demande de passer la nuit à côté de lui. Il dit que, mais passer la nuit à côté de toi comment? Moi, tu sais, je n'ai pas l'habitude de dormir dehors, surtout à l'hôpital. Toi, tu es malade et le lit, c'est le lit d'une personne. Moi, je vais dormir. Il dit que je m'assois au pied du lit
pour veiller sur lui. Je ne sais pas si le monsieur voulait faire une transaction ou je ne sais pas. Je ne sais pas si le monsieur voulait me changer. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais j'ai carrément refusé. C'est comme ça. Il insiste, moi je persiste, je dis que non, moi je ne peux pas. C'est comme ça qu'il me retourne dans la nuit. Le matin, le monsieur rentre, étant fatigué. Ce jour, le monsieur commence à ramasser ses affaires pour quitter l'association. Il ramasse, il me demande de l'accompagner à l'agence parce qu'il doit partir. Et quand on partait à l'agence, le monsieur est en train de pleurer. Il appelle la famille. Il parle leur arabe qui parle là. Les darija marocains, parce que c'est pas le vrai arabe. Moi, je comprenais seulement un peu. Tous les petits mots que j'entendais, c'est que je suis mort, ça ne va pas, je veux mourir. Mais quand il lui demande, il me dit que non, il y a quelqu'un qui est mort dans sa famille. Voilà pourquoi il pleure. Pourtant, le monsieur pleurait sa mort. Le monsieur arrive, on arrive à l'agence, il prend l'agence, il ne fait que pleurer dans le bus. C'est comme ça, la nuit tombe le lendemain, il m'envoie les photos, ses orteils étaient pourris. Il dit quand il dit pourri complètement, il y avait le pu, il dit que voilà, quand j'ai quitté, il n'y avait pas ça, voilà ce qui sort sur moi. Aïe, j'ai seulement dit, ah, ce que tu as cherché. Il dit que mais tu as eu ça, comment il dit que ça vient de commencer, il ne comprend pas. Pourtant, il m'a dit qu'il partait au deuil. Il dit que mais et le deuil, c'est comment? Il dit que ah, c'est là, la famille est là, mais lui, il est dans sa chambre parce qu'il se sent pas bien. C'est comme ça que j'ai compris que oui, le monsieur voulait me vendre, mais c'est retombé sur lui. Tout ce qu'il veut dire, c'est la prière. La prière, ça sauve. Parce que moi, je suis l'homme de la prière. Parce que quand j'étais dans leurs associations là-bas où ils habitaient, ils vivaient comme le Marocain. Quand on entend quelqu'un Marocain, on se dit que c'est des croyants. Ils ne sont pas des croyants, ils sont certes Marocains, mais ils ne pratiquent pas la religion. Moi, je les ai montré comment on prie, comment on pratique. Quand j'étais là-bas, moi, chaque jour, quand l'heure de la prière sonne, moi, je partais prier. Vous savez, les musulmans ont 5 prières par jour. Eux, ils ont remarqué que je respectais la prière. Ils ont compris que celui-ci là, c'est un homme de prière. Eux, ils ne priaient pas. Je priais, je gênais parce que je savais ce que je cherchais. Je voulais entrer en Europe. Et comme ça, même l'association a eu confiance en moi. Ils m'ont donné les clés de la maison, de la grande maison de l'association. C'est moi maintenant qui gérais tout le Marocain. C'est là-bas qu'il y a encore une autre histoire qui va se dérouler. Vous voyez? Qui va se dérouler à cause de la confiance que j'ai eue par les Marocains. Maintenant, la jalousie a commencé. C'est autre chose, mais comme j'ai été long, je m'arrête d'abord là. Et demande seulement à tous les croyants de bien croire. Quand tu veux croire à Dieu, il faut bien croire. Il faut prier sans sexe. Et quand tu pries, Dieu toujours avec toi. C'est ça, je vous laisse. Je vous demande seulement de partager. Afin de sauver beaucoup des âmes. Il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas de solution, mais en partageant, vous allez certes les sauver. C'était Ibo Miss, animateur pour depuis Fumban. Je viens du Cameroun, je vous rappelle. On est ensemble. Ciao, ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Alors, bonjour, DMG TV. Voilà, je fais ce vocal depuis la Côte d'Ivoire pour aussi participer à votre émission. Et je tiens d'abord à vous remercier parce que c'est grâce à vous, votre émission, que enfin je me suis réveillé et que les vérités de ma famille se sont révélées. Une fois en écoutant votre émission, il y a une maman qui souvent
témoigne, elle fait des audios et dans la majeure partie de ces histoires, elle parle plutôt d'un prophète qui serait à Divo, qui fait vraiment des merveilles. Et donc, comme elle en parlait à chaque fois, je me suis rappelé qu'il y a de cela quelques années, je m'étais rendu à Divo pour aller voir ce dernier. Je me rappelle bien que quand j'étais parti, en attendant que ce dernier me reçoive, j'ai été dormi dans un hôtel là-bas à Divo et j'ai été braqué tard la nuit. Quand j'y ai été, j'ai été braqué et tout ça. Le lendemain, j'ai vu le prophète, mais franchement, avec le braquage et tout, bon, cela, j'ai été détourné, puisque de là-bas, où je devais voir le papa, je me suis rendu dans une autre ville, où j'ai suivi une autre personne, ça n'a pas été. Franchement, ça a été un fiasco. La personne même m'a fait tourner en bourrique. Et donc, en suivant une de vos émissions, avec les témoignages, les différents témoignages de la maman, dans votre émission, j'ai eu le déclic. Quelque chose m'a dit, mais il faut que tu repartes là-bas, là où tu as été braqué. Certainement que il y a quelque chose de bon là-bas. Et donc, c'est comme ça, ayant moi-même parcouru plusieurs, parce que je suis dans ma maison, j'ai construit une nouvelle maison, je suis dedans, il y a des maisons aussi de location. Et à chaque fois, la nuit, on venait taper à ma porte. Chaque heure tardive de la nuit, les 1h, 2h, 3h, souvent même en pleine journée. Hein? Et je tombe fréquemment malade, fréquemment, je suis tout le temps malade, souffrant. Donc, partout où je passe, c'est mon neveu, c'est un neveu qui vivait chez moi, que les gens voyaient comme sorcier. Et donc, ce neveu-là, à force de parler de lui dans les camps de prière, partout où je passe. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, bon, mon petit, je ne vais pas te laisser tomber, mais on va garder un peu les distances. Donc, comme ça, je lui ai même pris une maison ailleurs, avec sa femme et tout. Ils vivent là-bas, avec leurs enfants. Mais le bruit des portes de ma maison continuait. Je ne dormais pratiquement pas. Donc, je me dis, mais attends, ce dernier, on dit c'est lui qui est le sorcier. Je l'ai fait partir. Mais malgré ça, les bruits continuent. Et tout ça. Non, c'est pas clair. Il faut que j'essaie de voir à nouveau. Donc, dans ça, une fois, ma mère est venue se faire soigner chez moi. Quand elle est venue se faire soigner, il y a des gens qui sont venus prier dans la maison. Et ils ont dit que, ah tiens, elle doit être dedans et tout ça. Bon, moi, tout ça, j'y croyais, mais pas trop. Parce que j'étais là, je me suis dit, bon, elle n'était pas là. Les bruits de porte se faisaient. Bon, elle est venue, les bruits continuent. Donc, ça veut dire que je n'ai pas encore trouvé la solution. Donc, un jour comme ça, j'étais assis au bureau. Et puis, quelque chose m'a dit, mais là où tu es parti, et puis tu as été braqué, il faut que tu repartes là-bas pour voir. J'ai dit, bon, d'accord. Demain matin, je pars là-bas. Le lendemain matin, j'ai pris ma voiture, paf, je suis allé à Divo. Arrivé à Divo, j'ai fait un premier bain puisque j'étais seul. On m'a dit de revenir, mais avec mes enfants. Je suis parti une deuxième fois à Divo avec les enfants. Eux-mêmes, on a fait même le bain d'huile à Divo, ensemble. Les enfants m'ont rien dit. On est revenu. Mais je sais que quand on est parti, en voulant faire une offrande, j'ai remis l'argent de l'offrande à mon fils le plus petit d'aller remettre au pasteur. Et donc, quand le pasteur a pris l'argent, il dit, mais cet enfant-là, c'est l'enfant de qui? J'ai dit, c'est mon fils. Et puis, en tout cas, il a eu une mine bizarre. J'ai senti qu'il soupçonnait mon enfant. Mais comme là-bas, ce n'est que le prophète qui peut dire quelque chose, vu qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, il travaille par visioconférence. Donc, pour l'avoir, c'est un peu compliqué. Mais j'étais obligé d'attendre. Donc, c'est comme ça qu'on est parti une deuxième fois. Il y a eu problème de réseau. Le papa n'a pas pu nous recevoir.
Une autre, troisième fois, j'ai persisté. J'ai dit non, il faut que je sache ce qui se passe dans ma maison. Là, je suis parti avec tout le monde, y compris le neveu que j'avais fait sortir de ma maison, que j'avais loué, à qui j'avais loué une maison. J'ai fait partie de tout le monde là-bas. Arrivé là-bas, ce jour-là, on a été 3 à être reçus. J'étais le dernier, moi et mes enfants, à être reçus par le prophète. Quand le prophète nous a reçus, il a regardé tout le monde. Il dit, bon, fais sortir tous les enfants. J'ai fait sortir les enfants. Il dit, tes 2 enfants là, tes 2 enfants, tes 2 petits là, c'est eux qui sont dans la sorcellerie. J'ai dit, quoi? Mes enfants là? Il dit, oui, oui, tes enfants là. Il a appelé le pasteur, il lui a dit, bon, écoute les enfants. Dès qu'on est sorti, j'ai fait venir les enfants. Le plus petit, lui, il a commencé à se mettre à table. Mais le plus grand, tel qu'il a discuté là-bas, DMG, non, tu ne peux pas croire. Tout le monde, nous-mêmes, on se disait non. Les gens mentent sur l'enfant. Que l'enfant n'a rien fait. C'est nous qui sommes en train de raconter n'importe quoi. Et tout et tout. Le pasteur dit, le papa a parlé, non. Laissez ça tomber. Ils leur ont fait maintenant, ils leur ont fait un bain d'eau. Bon, il semblerait pour casser un peu leur pouvoir. Donc quand ils ont fait ça, les enfants sont venus s'arrêter là. DMG, mes propres enfants que j'ai, ils ont commencé à dire des choses qu'ils ont fait sur moi, sur plein de personnes, que c'est leur grand-mère maternelle qui les a initiés à la sorcellerie. Et tout, le nombre de personnes qu'ils ont tuées, DMG, non, vraiment, j'étais loin de m'imaginer. Dans leur groupe même, il y a des membres de ma famille qui sont dans leur groupe de sorcellerie. Et tout ça, DMG, les maladies que j'ai, tout ça, c'est eux qui m'ont donné. Hein, attaquer tous ceux qui sont autour de moi là. En tout cas, ils attaquaient. Ils leur ont fait quelque chose. J'ai dit quoi? Donc DMG, j'ai commencé à voir maintenant la vérité de ma famille. J'étais surpris, mes propres enfants. Et il semblerait que, comme c'est mes parents qui veulent me tuer, ils ne réussissent pas à le faire. Ils sont passés maintenant par la belle famille. Et tenez-vous bien, leur maman, ils ont tué leur maman en mars passé, en mars 2023. Et c'est la même chose, c'est leur grand-mère qui les a poussés à tuer leur maman. Et la prochaine étape, c'était moi. C'est moi-même l'objectif principal. C'est moi qu'on doit tuer. Donc, il m'avait programmé en décembre. Par accident. Et c'est à travers les prières DMG. Prières. Là-bas, ils les ont délivrés. Moi-même, j'ai fait des temps de jeûne pour les soutenir. Tout. Et ils ont pu délivrer mes 2 enfants dans ce camp-là. Après que j'ai parcouru DMG, si je vous dis le nombre de camps de prière, le nombre d'églises dans lesquelles je suis parti, vous ne pouvez pas croire. Au mieux, les gens ont vu comme sorcier mon neveu. Mais lors de la délivrance là-bas, c'est là que j'ai su que le plus grand prenait plutôt le visage et l'âme de mon neveu pour aller faire la sorcellerie. Est-ce que vous voyez DMG? Ça veut dire que en réalité, là où on va croiser les gens pour des visions et autres là. Non, c'est pas tout le monde qui voit vraiment la vérité. Vous voyez, si je n'étais pas parti chez ce papa là, pour qu'il dise réellement la vérité, mais mon neveu là, j'allais inconsciemment le détruire puisque je n'allais pas l'aider. Et tout le monde aussi allait le taxer de sorcier. Et sa vie serait détruite. Vous voyez DMG? Donc, vraiment mon histoire là, franchement, j'ai tenu à la partager avec vous. Franchement, parce que tout est parti des histoires sur votre chaîne. Tout est parti de là. Le déclic est parti de là. Quand j'ai su ça, je me suis dit, ah, il faut que je me réveille. Et le déclic est parti de là, DMG. Donc aujourd'hui là, mes enfants ont été délivrés. On est revenu à la maison. Maintenant, c'est le suivi. Et tiens-toi bien, DMG, quand ils ont été délivrés, le 31 décembre, leur tante m'appelle, côté maternel, leur tante m'appelle pour me dire qu'elle veut venir fêter à la maison.
Et elle vient à la maison, j'ai dit non, mes enfants ne mangent pas la viande pour l'instant. Mais elle m'a fait une bagarre pas possible à cause d'une histoire de viande à manger aux enfants. J'ai dit non, mes enfants, puisque quand c'est comme ça, ils veulent les remettre dedans. Donc, si les enfants recommencent à manger la viande, à travers la viande là, ils vont les réinitier. Ce que j'ai carrément refusé. Il y a eu la bagarre, je l'ai même chassé de ma maison. Est-ce que vous voyez DMG? Donc, mon histoire, je raconte mon histoire pour édifier tout le monde. Et puis, pour donner des conseils à tout le monde. Faites scanner votre famille. Faites scanner votre famille par vraiment des prophètes qui sont vraiment loin. Pas par n'importe qui. Faites scanner vos familles, vos enfants. Vos enfants sont vos enfants, mais vous ne les connaissez pas réellement, spirituellement. Donc, c'est le conseil que je veux donner. Mon histoire est peut-être un peu plus longue, mais vraiment, je veux dire de faire scanner vos enfants. Franchement. Merci beaucoup, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonsoir, DMG. Depuis que j'ai connu DMG, là, vraiment, c'est comme une drogue. Je ne m'arrête pas. Je passe toute ma journée avant d'aller au cours. Je passe toutes mes journées en train d'écouter DMG et ses histoires. La preuve en est, ça passe actuellement. Bon, je vais raconter l'une de mes histoires. Ça, en fait, c'est ma petite sœur qui a vécu l'histoire. Bon, c'est elle qui a été victime, et puis moi, en tant que grande sœur, je vais raconter. Bon, ma mère a fait, on va dire, 6 à 7 enfants. 6 à 7 enfants. Elle a fait 2 filles, donc moi. Et ma petite sœur, elle est l'avant-dernière. Moi, je suis jumelle. Ma mère a fait les jumeaux 2 fois. Une fille, un garçon et 2 garçons. Bon, j'ai ma petite sœur. À l'époque, elle pouvait avoir dans les 6, 7 ans. 6 ans, 7 ans. Elle pouvait avoir 6 ou 7 ans à l'époque. Et en ce temps-là, j'étais en froid avec ma mère. Donc, j'étais dans le quartier avec ma mère, mais on ne s'entendait quasiment pas. Bon, la puberté me perturbait un peu, donc je ne restais quasiment pas à la maison. Un soir, j'étais chez mon copain du quartier. Bof. Un soir, j'étais chez mon copain. Je fais un songe, où dans le songe, on vient m'appeler. On vient m'appeler que il y a tel là-bas il y a tel là-bas, donc je donne ma petite soeur, on va donner Esther. Il y a Esther là-bas, ça ne va pas. Viens, on a besoin de toi. Ça, c'est dans le songe. Donc, dans le songe, je me rends à la maison, j'ouvre le portail. Quand je rentre, je vois ma petite soeur. En fait, elle est comme une vieille sorcière et tout, un truc comme ça là. Elle est comme une vieille sorcière. Donc, dans le songe, je vais vers elle avec force. Donc, je vais vers elle, je l'attrape les mains et je commence à prier. Je prie. Et en priant dans le songe, je me rends compte qu'elle s'affaiblit, elle tombe. Et après, elle redevient elle-même. J'ai demandé aux gens d'apporter de l'eau, machin, pour essayer de la réveiller. Tout ça, c'est dans le songe. Le lendemain, quand on me réveille maintenant, je fais un tour à la maison. Quand j'arrive, je vois mon petit frère à la maison. Je demande maman est où? Oh, maman n'est pas là. Elle est partie avec Esther à l'hôpital la nuit. Je lui dis que comment si elle est partie avec Esther à l'hôpital la nuit. C'est là où je prends le téléphone. Bon, ce temps-là, ma mère, c'était vraiment froid, donc elle ne répondait pas. Bon, moi j'ai négligé en fait. Je suis pas allée la voir à l'hôpital. J'ai pris mes quelques tenues que j'avais. Je suis retournée chez mon copain. Le temps passe, 1 jour, 2 jours. Je fais encore un songe similaire au songe que j'ai eu à faire. Mais tout en sachant que là, ma petite soeur est bien et belle à l'hôpital. C'est là où je me réveille. Je sens que mais je peux pas faire
un songe quasiment 2 fois en moins d'une semaine, c'est qu'il y a véritablement un problème. Donc, moi, je me mets maintenant à prier. Depuis la maison, je me mets à prier. Et généralement, lorsque quelque chose de mal va arriver à soit ma mère ou aux enfants de ma mère, en fait, j'ai toujours ce... En fait, on va dire ça comment? En fait, j'ai ce don-là de recevoir les choses. Et généralement, si dans le songe, j'ai pu vaincre la chose, c'est que en vrai, ça va bien se passer. Donc, je me suis mise en prière, j'ai prié, j'ai prié. Et après, je vais me rendre à l'hôpital pour voir ma petite soeur en question. Quand j'arrive à l'hôpital, je me rends compte que la situation est grave. Je sens que comment ça, la situation est grave? Je regarde ma petite soeur, elle était en fait, elle sortait en fait de la salle de réanimation parce qu'apparemment, elle est tombée dans un mini-coma. Elle était maintenant en salle de réanimation. J'arrive, je trouve ma petite soeur. Elle a les appareils bronchaux, corps et tout et tout. Elle a même la couche. Sauf que ma petite soeur, elle est faible. Je regarde l'enfant comme ça là. Et ce temps-là, c'était le mari de ma mère qui la gardait. Donc, je n'étais pas vraiment ça. Elle n'était pas à l'aise et lui, il était dur. Je regarde ma petite soeur comme ça là, j'ai les larmes aux yeux. Mais après, je me rassure en me disant que bon, si j'ai déjà pu vaincre la chose dans le son, tout ça là, c'était que futilité. Donc, ça m'a quand même fait mal de voir ma petite soeur comme ça. Je suis là, je regarde l'enfant. À peine si elle pouvait parler, je l'appelle maman. À peine elle a la force de me répondre. À peine. Et ces temps, j'ai oublié de préciser que ce temps-ci, ma mère était enceinte. Elle était enceinte, donc elle était enceinte. Et elle aussi, de sa grossesse, le temps où ma petite soeur tombe malade. Ma petite soeur tombe malade comment? Elle tombe malade, elle était chez mes grands-parents. Vu que c'était en période de vacances, elle était chez mes grands-parents. Donc quand mes petits frères étaient chez mes grands-parents là-bas, ma mère aussi, elle est tombée malade, du genre la grossesse menaçait. Donc elle aussi, elle était internée. Donc quand elle sort de l'hôpital, la nuit. En fait, elle a même demandé au médecin de la faire sortir parce qu'elle, son instinct maternel lui disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, elle, quand elle sort de l'hôpital, la nuit, dans les 19h, c'est ce qu'elle me raconte après, qu'elle a demandé à ce qu'on emmène directement l'enfant. Donc, elle-même, en fait, il y a eu ce truc-là, quoi. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, quand on emmène l'enfant à la maison, ma mère sent que ça ne va pas en fait. L'enfant ne fait que lui dire que maman prions, maman prie avec moi, maman prie avec moi. Donc prise de panique, elle a alerté les parents pour qu'on amène l'enfant à l'hôpital. Bref, je reviens là où j'étais. Donc je disais, je regarde l'enfant, elle est faible, elle n'arrive pas à me répondre. Et tellement on l'a bombardée, les glucosés. Après, en fait, elle n'écoutait plus bien, donc il fallait maintenant crier. Je regarde l'enfant. Je n'ai pas pu tenir, je n'ai pas fait 30 minutes. J'ai dit, moi, je pars. On dit, je pars, elle me dit, non. Yaya, reste avec moi, s'il te plaît. J'ai dit que mais si je reste avec toi, je vais dormir où? Elle recule un peu sur le lit. Non, tu vas dormir ici. Je dis qu'on ne peut pas dormir. Je ne peux pas dormir ici. Je suis partie. En partant comme ça, là, ma mère, en fait, ça n'allait pas, en fait. Ma petite soeur, vraiment, ça n'allait pas. Je suis partie. Je suis retournée le lendemain. Quand je retourne le lendemain, j'arrive à l'hôpital. Je craque avec les infirmières. Je craque avec les infirmières pour dire que non, vous ne pouvez pas me garder l'enfant ici, puisque moi je suis la première fille. Bon, pas la première. Bon, c'est moi qui suis restée la première. Je suis la première fille de ma mère. Et ma mère, l'état dans lequel elle est, ne permet pas qu'elle arrive ici. Donc, en fait, ma petite soeur, en fait, je suis quasiment comme sa mère, en fait. Donc, moi, je pète avec les gens de l'hôpital que non. Ça ne peut pas se faire. Comment l'enfant ici, ça fait 3-4 jours, l'enfant est là, elle est en observation. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Vous ne nous dites rien de concret. Mais je vois comment l'état de ma petite soeur ne fait que se dégrader. Donnez-moi alors, je vais signer la décharge ou un truc comme ça là, pour qu'on puisse nous faire sortir pour l'évacuer à l'hôpital de Kembo. Vu que la petite, en fait, quand elle toussait, elle toussait, crachait que du sang. Et à l'hôpital là-bas, il ne disait rien de concret. Donc après cette mise en scène-là, j'étais un peu soutenue par ma grand-mère et puis mes oncles et tout. Mes grands-pères, mais en tout cas c'était les grands-parents.
Ce sont eux qui m'ont dit que comme toi tu es un peu jeune et que tu as un peu la force d'aller parler, essaie d'aller parler comme ça. On va voir comment on peut la transférer dans une autre structure pour essayer de voir d'améliorer son état. J'ai fini de faire mon tapage à l'hôpital en question. Je fais mon tapage, je tais le nom de l'hôpital, j'ai fait mon tapage. Le docteur m'a appelé dans son bureau, il m'a dit que bon, ok, on a vu que vous avez parlé. On a vu que vous avez parlé, mais on ne peut pas vous faire sortir, on peut pas vous laisser partir avec l'enfant parce que son état, ça ne va pas. Mais entre-temps, on va la faire monter en salle d'hospitalisation. Elle va aller en VIP parce que ils nous ont fait comprendre que c'était la tuberculose. Donc c'est un peu ça. Il disait, on va faire monter l'enfant en salle d'hospitalisation et de là-bas on verra comment l'administrer un traitement pour que ça aille un peu et tout. Le même jour, ça n'a pas peut-être 2 ou 3 heures après, ils nous ont transféré l'enfant en VIP. On a dit que l'argent c'est pas un problème, la santé avant tout. On fait monter en salle d'hospitalisation et tout. Traiter l'enfant. On fait l'examen là, c'est pas ça. On fait juste qu'on disait, comme on disait que l'enfant avait de la tuberculose. On fait tel examen, c'est pas ça. 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 Mais la première nuit, parce que la première nuit que ma petite soeur monte en salle d'hospitalisation, j'ai demandé à ce que personne ne dorme avec elle. C'est moi qui j'ai dormi avec elle. J'ai dormi avec elle la première nuit. La première nuit, c'est qu'elle m'a montré la Seigneur. Elle fait les fièvres. On donne ça, 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 on donne ça. Rien. Durant toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et j'avais le stress que là où je dors avec elle, là, si quelque chose arrive, moi, je ne vais pas être celle-là qui va appeler les parents pour dire que non, c'est pas bon. Donc, toute la nuit, je me suis mise en prière. Prière sur prière, prière sur prière, prière sur prière. Donc, regardez, les mamans sont fortes, quoi. Parce que moi, en tant que grande soeur, ce que j'ai vu, en voyant ma petite soeur dans cet état-là et me sentir dans l'incapacité de l'aider, ça m'a fait un truc de ouf. Mais après, Dieu est grand. Prier. Le lendemain matin, le jour s'est levé, ça allait un peu et tout. Après, ma mère est arrivée avec le gros ventre. Elle restait maintenant avec ma mère à l'hôpital. 2 jours après, non, le lendemain après que ma mère soit arrivée à l'hôpital, elle recommençait à manger et tout. Mais au final, on a fini de faire tout. On a dépensé une affaire de 700 000, voire même 900 000. On a fait tous les examens possibles. Tous les examens qu'on pouvait faire. On n'a rien trouvé. Même la tuberculose qu'on disait qu'elle avait. Mais je t'assure que quand l'enfant commence à tousser, toi la grande personne, tu as mal. C'est le sang. Quand elle vomit, mais tellement, je me suis levée en prière. Ma mère s'est levée en prière. Et on était en fin d'année, en décembre. Parce que on était en décembre, en fin d'année. Donc c'est un peu ça. On a fini de prier. Et après, on s'est rendu compte qu'on a juste dépensé de l'argent parce qu'aucun examen n'a révélé que l'enfant avait quelque chose. Elle n'avait rien. Rien n'avait rien. Comme vous entendez là, elle n'avait rien. Mais Dieu étant Dieu, ce qui a voulu peut-être se passer dans le monde mystique là-bas, Dieu n'a pas permis. Et je tiens à préciser que ma petite soeur, elle n'a que 7 ans. Bon, aujourd'hui, elle peut déjà avoir dans les 9 ans, 10 ans. 9 ans. Mais je tiens à préciser que quand elle se met à prier, maman, même moi, la grande personne, je suis derrière. Quand la petite là commence à prier, c'est pas les petites prières qu'on fait en haut. Elle prie dans les profondeurs de la En tout cas, c'était un peu ça, ma petite histoire mystique en fait. J'ai compris par là qu'on a voulu les histoires de famille, les réclamations, les trucs de fin d'année. On a voulu nous prendre l'enfant comme ça là, mais Dieu étant Dieu, il a fait grâce, il a permis qu'on puisse d'abord anéantir la chose dans le monde mystique là-bas. Et dans l'état physique, ça a pris un peu de temps, mais Dieu a fait grâce. Ça, c'est un peu ma petite histoire que j'ai vécue avec ma petite soeur, une petite histoire. Moi-même, je vais revenir pour raconter la grande histoire me concernant moi-même. Sur ce, likez, abonnez-vous, partagez. On se capte dans les commentaires. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir à la communauté DMG TV. Bonsoir à
DMG TV. Merci vraiment pour vos histoires vécues que vous racontez. Cela nous permet d'être avertis. Franchement, merci également à DMG TV pour l'initiative que tu as prise. Vraiment, cela nous aide et cela nous fait comprendre que la seule protection, vraiment, c'est Jésus. La leçon de l'histoire que je vais raconter est de dire à nos enfants de ne pas prendre ce qui ne leur appartient pas. À nous aussi, de ne pas toucher ce qui ne nous appartient pas. Parce que dans les années 2017, à l'ouest du Cameroun, là-bas, Bafoussam, il y avait un enfant de 6 ans. 6 ans, on avait convoqué ses parents parce que sa mère était une amie à ma mère. On les a convoqués. À l'école, il y avait un enfant, un jour, qui a commencé à crier. Oh, je ne veux pas qu'on tue mon père. Oh, je ne veux pas qu'on tue mon père. Les enseignants demandent à l'enfant, qu'est-ce que tu racontes? Qui veut tuer ton père? On dit, non, c'est Valentin qui veut tuer mon père. On dit, comment ça, il veut tuer ton père? Non, il m'a demandé de donner mon père. Je ne veux pas qu'on tue mon père. Je ne veux pas qu'on tue mon père. On appelle donc Valentin. Valentin, c'était un de leurs camarades à l'école. Valentin, dis-nous ce qui se passe. Il dit qu'il ne veut pas que tu tues son père. Valentin ne parle pas. C'était des enfants de 6 ans, classe 1. Ils se faisaient la cile en section anglophone. Oh, il ne veut pas qu'on tue son père. Valentin ne parle pas. On convoque donc les parents de Valentin. On convoque les parents du petit qui s'est affolé disant qu'on ne tue pas son père. Les parents du petit ne comprennent rien. On demande aux parents de Valentin, mais qu'est-ce qui se passe? Demandez à votre enfant qu'est-ce qui se passe. Les parents de Valentin ne répondent rien à rien. C'est comme ça que le petit dit, non, Valentin vient nous chercher la nuit, chaque nuit, et on va tuer des gens, on va manger des gens. Et les parents demandent que, bon, quand tu dis, viens vous chercher, vous êtes combien? Il dit, nous sommes 7 en salle de classe, que Valentin vient nous chercher. Et la nuit, on voyage, Valentin vient nous chercher dans la voiture, on voyage, on va tuer les gens. On les mange. On dit, vous avez tué combien de personnes? Il dit, ils ont tué 6 personnes. Et il y avait 2 à Yaoundé. Quand ils arrivent pour tuer la personne, ils se placent sur le corps de la personne. Quand Valentin tue la personne, c'est Valentin qui prend la tête. Et eux, ils prennent les autres parties du corps, ils mangent. Ils boivent également le sang. On dit, mais le sang là, ça a quel goût? Quand tu bois dans ta bouche là, ça a quel goût? Il dit, non, madame, le sang n'a pas de goût. Le sang n'a pas de goût. C'est ce qu'on fait chaque nuit. Et il dit que ce qui s'est passé, ils ont tué plusieurs personnes. À un moment donné, ils voulaient donc tuer le père du petit garçon. Comme ils voulaient tuer le père du petit garçon n'était pas d'accord. Et le papa priait, c'était un chrétien. Il priait. Le jour où ils ont appelé le nom du papa, ils ont appelé le nom du papa 3 fois. Quand ils ont appelé le nom du papa 3 fois pour vouloir poignarder le papa, le tapis, c'est un tapis rouge qui est apparu et qui a couvert le papa. Ça a caché l'image du papa. C'est comme ça qu'ils n'ont pas pu tuer le papa. Et effectivement, le papa, parce que c'était le papa du petit garçon qui dit non, je ne veux pas qu'on tue mon père. Son papa dit oui, récemment il a eu un accident grave. Mais les gens se sont demandé comment il a survécu à l'accident. Et il a juste eu quelques égratignures et tout s'est passé. Le papa dit oui, il a eu un grave accident, mais il n'est pas mort. Et c'était franchement grave. Et dans mon quartier, le petit garçon, donc, il était parmi ces 7 personnes-là. On lui demande, parce que la maman dit depuis un certain temps, dans la nuit, l'enfant ne fait que pleurer, on ne comprend rien. Ils se sont dit, non, peut-être c'est parce qu'il joue beaucoup en journée, et dans la nuit, c'est pourquoi il pleure. Comme ça, le petit garçon dit, non, c'est Valentin qui venait me chercher. On dit, il vient te chercher comment? Il dit, dans la voiture, une grosse voiture. Quand il vient là, il klaxonne. Je suis obligée de sortir de mon corps et je le suis.
on mange les gens et on rentre vers 5 heures. Comme ça que ça se passait. On a raconté ça aux parents. Et pas tous les parents de ces enfants-là s'étonnaient, ils criaient, ça les étonnait. Franchement, ils étaient perturbés. Mais les parents de Valentin étaient sereins. Sereins. Et ma voisine, elle a commencé une séance de délivrance. Elle priait avec son enfant, Une nuit, elle rêve, elle voit les parents de Valentin assis chez elle. Elle demande, mais qu'est-ce que vous faites ici chez moi? Sortez de chez moi. Lorsqu'elle dit sortez de chez moi, les parents de Valentin prennent le pilon pour vouloir piler sur, la cogner avec et commencent à prier. Et ils s'en vont. Depuis ce jour-là, l'enfant dit non, Valentin ne vient plus me chercher et tout. Et Valentin a disparu de l'école comme ça, même ses parents. On ne les a plus jamais revus depuis cette période-là. Tout était parti du biscuit. C'est Valentin qui avait partagé les biscuits aux 7 enfants-là, ils ont mangé. Et c'est par là que Valentin les a capturés. Donc il paraît que les parents de Valentin également étaient des sorciers. Et Valentin a pris les enfants là à travers le biscuit, à travers d'un petit biscuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom je nous a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.